La présentation que je ferai aujourd'hui s'intitule Protocole d'intervention psychojudiciaire, parentalité, conflit, résolution, que j'appellerai à partir de maintenant PCR. Il s'agit d'un bilan des différents points de vue sur ce protocole-là, point de vue des parents et des intervenants professionnels qui ont gravité, qui ont participé à ce projet-là. La présentation a été préparée par moi, Karine Poitras, qui est professeure au département de psychologie à l'UQTR, mais aussi par Francine Cyr, chercheure principale de ce projet de recherche. Elisabeth Godbout, stagiaire postdoctorale, et Amélie Paquin-Boudreau, candidate au doctorat en psychologie. Donc, ces 4 chercheurs ont participé au protocole de recherche lié au protocole d'intervention. L'intervention a été mise en place par une superbe équipe coordonnée par Francine Cyr, psychologue, Sophie Gauthier, avocate, et Catherine Larosa, juge à la Cour supérieure et coordonnatrice de la Chambre familiale du district de Québec. Donc, le protocole PCR a été mis en place au district de Québec. Et aujourd'hui, je vous parlerai donc des besoin de proposer une telle intervention, de la pertinence d'intervenir auprès des familles hautement conflictuelles, puis d'offrir un protocole interdisciplinaire d'intervention. Et je vous présenterai différentes questions de recherche sur lesquelles j'ai décidé de vous amener à réfléchir aujourd'hui. Je vous présenterai la méthode qui a permis de répondre en partie à ces questions de recherche. Je vous parlerai également des stratégies d'intervention familiale qui ont été documentées à l'intérieur, qui ont été mises en place dans ce protocole, et vous amènerai à discuter, réfléchir aux défis de cette intervention-là. Alors, en guise d'introduction, je dois vous dire quelques mots sur ces situations dites hautement conflictuelles. Donc, il n'y a pas de définition qui fasse consensus pour décrire ces situations qui sont, somme toute, assez hétérogènes. Par ailleurs, la littérature scientifique vient nous indiquer, nous donner quelques indicateurs, notamment au plan de la coparentalité, donc la présence de conflits entre les parents qui sont très sévères, un climat de méfiance, d'hostilité entre les parents. Une utilisation du système de justice également qui caractérise ces disputes autour de la garde parentale, la présence de conduite d'aliénation parentale, la présence d'allégations de mauvais traitements, la présence de signalements en protection de la jeunesse, que ces signalements soient reconnus ou pas. La présence de violences conjugales, soit alléguées ou des antécédents de violences avant ou après la séparation parentale. Et surtout l'exposition des enfants à des conflits, à ces conflits sévères au suite de la séparation parentale. Cet ensemble de facteurs, évidemment, vous le savez, sont des facteurs de risque importants pour le développement de l'enfant. On sait qu'un des facteurs qui prédit la mauvaise adaptation de l'enfant à la séparation parentale, c'est le conflit parental, sa sévérité, mais son maintien dans le temps. Puis, il convient de dire qu'au-delà d'une période de 2 ans, le maintien de ce conflit à cette intensité-là caractérise les situations hautement conflictuelles. Donc, principalement pour protéger le développement, l'adaptation de l'enfant, il va sans dire que c'est important d'offrir une intervention la plus adaptée. Et donc, c'est dans ce contexte-là qu'est né le protocole PCR. C'est aussi en lien au manque de ressources ou de services spécialisés qui étaient disponibles. On parle du district de Québec, mais évidemment, c'est le cas dans l'ensemble des districts judiciaires de la province, mais au Canada également. Ces services spécialisés pour les familles hautement conflictuelles sont rares. Et présentement, au moment où était pensé le protocole PCR, le constat était que ces situations préoccupaient et occupaient grandement les acteurs psychojudiciaires. Donc, les juges, les avocats, les psychologues, les travailleurs sociaux qui gravitaient autour de ces familles se montraient démunis
et cherchait à offrir des services spécialisés. Il y avait le sentiment d'urgence qui était exprimé par ces intervenants, sentiment d'urgence que vous comprenez certainement, d'autant plus urgent qu'il y avait pour une portion de ces familles une situation de rupture de lien parent-enfant. Donc, sachant qu'en plus de l'impact du conflit sévère de séparation sur les enfants, on avait un facteur de risque très important qui était la rupture de lien ou la fragilisation du lien entre l'enfant et l'un de ses parents. L'autre élément qui venait dicter le développement d'un tel programme était l'absence de services psychosociaux puis l'utilisation parfois décevante de l'expertise psychologique ou psychosociale. Intervention intéressante parce qu'elle vient prendre une photo assez précise de la situation familiale, mais qui ne permettait pas de faire un suivi des recommandations émises dans le rapport d'expertise et qui ajoutait des délais supplémentaires dans un contexte où on sait qu'il était urgent d'intervenir. Un autre constat est le fait que les avocats, dans ce contexte-là, alors qu'ils agissaient dans un mode de représentation plutôt traditionnel, pouvaient venir contribuer à augmenter ou à maintenir ce conflit-là. Donc, ces constats-là, ce sont des constats qui ont été partagés tant par les juges, les avocats, les intervenants psychosociaux, et c'est dans ce contexte-là qu'ont été développées des réflexions, des discussions. Un travail de recension des écrits scientifiques a été fait pour aller développer un protocole d'intervention le plus près des besoins. D'autres éléments qui venaient guider le développement de ce protocole-là et le fait que les méthodes alternatives de résolution de conflits sont généralement soit esquivées par ses parents ou mises en échec par ses parents. Donc, on avait l'impression qu'il fallait offrir un service plus adapté, plus ajusté au niveau de conflit. Ensuite de ça, quand on est allé examiner la littérature scientifique, on voyait certains programmes qui étaient proposés partout dans le monde, mais pour lesquels il y avait des limites dont on souhaitait s'inspirer pour venir y pallier puis offrir vraiment un programme des plus intéressants. Un des éléments, une des limites qui était présente, c'est le fait que l'aspect judiciaire était évacué de certaines interventions, alors qu'on croyait premièrement, le système judiciaire est déjà utilisé, exploité, voire même par ces situations, par ces familles-là, mais aussi il y avait le potentiel d'une intervention en exploitant le levier judiciaire et c'est donc un élément clé de ce protocole dont je vous parlerai davantage bientôt. Ensuite, certains de ces programmes-là étaient intéressants, mais ne visaient pas des niveaux de conflit aussi sévères ou des familles qui vivaient vraiment des ruptures de lien avec l'un ou l'autre des parents. La dynamique familiale était pas travaillée en profondeur, alors qu'on savait que ces systèmes familiaux sont très robustes dans le temps et qu'une intervention psychoéducative s'avérait ou nous apparaissait trop superficielle pour prétendre à des changements durables dans le temps. La quatrième limite qu'on observait, c'est le fait que les enfants étaient peu ou pas impliqués dans ces interventions, alors qu'on voyait bien qu'il y avait là d'abord les enfants sont porteurs d'une grande détresse dans ces situations familiales, mais aussi porteurs d'un changement. Alors, il nous apparaissait prometteur de les inclure de façon très active. Donc, le protocole PCR que nous avons développé inclut 3 éléments clés. Une intervention judiciaire adaptée à ces situations familiales. Donc, la présence d'un juge saisi au dossier. Vous devez savoir qu'en chambre familiale, à la Cour supérieure, le juge saisi au dossier ne va pas de soi. Donc, il s'agit d'une mesure exceptionnelle qui demande une autorisation. Alors, pour l'ensemble des familles rencontrées, le juge qui accueillait cette demande
étaient saisis du dossier. L'intervention judiciaire impliquait aussi un engagement des parties, donc des parents impliqués, un engagement des enfants impliqués et de leurs avocats également. Avocats qui s'engageaient dans le cadre d'un consentement écrit à participer de façon collaborative avec l'ensemble des parties en présence, dans le souci de résoudre le litige en présence, mais dans le souci de protéger la notion du meilleur intérêt de l'enfant. Le deuxième élément clé de ce protocole-là, c'est la présence de 2 outils d'intervention, les ateliers FAIT, faire équipe avec les enfants, qui étaient à l'époque, je parlerai en conclusion de comment ce protocole a évolué dans le temps. À cette époque, 3 ateliers de 3 heures chacun étaient proposés aux parents. Un deuxième outil psychosocial dont je vous parlerai davantage est l'intervention familiale adaptée aux besoins spécifiques de la famille. Donc, une intervention en moyenne de 45 heures, donc une intervention relativement importante en quantité, mais en implication, vous le devinez, là, de la part des familles. Le troisième élément clé, très important, c'est la communication interprofessionnelle fluide et transparente. Donc, cette équipe interdisciplinaire a été une équipe qui a conçu, implanté ce protocole, mais aussi pour chacun des dossiers, il y avait des avocats présents, des juges présents, des psychothérapeutes présents qui étaient en communication constante. C'est un élément vraiment important de ce protocole qui nécessite plusieurs précautions et je vous en reparlerai aussi plus tard. Je vous référais, je pense que dans le document que je vous ai envoyé, il y a l'hyperlien vers le rapport qui a été produit au ministère de la Justice en décembre 2017 pour indiquer l'ensemble des résultats. Il y avait une grande quantité de questions de recherche qui ont été abordées dans ce projet. 3 questions. Je souhaitais vous partager les résultats en lien à 3 questions plus spécifiques. Comment a évolué la dynamique relationnelle de ces parents au travers le temps? Quelle est la perception des intervenants judiciaires et psychosociaux sur leur propre rôle puis sur la communication interprofessionnelle, puisque c'était un élément clé de ce protocole d'intervention, et comment chacun se prononçait quant à la plus-value, quant à la contribution du protocole PCR. Donc, notre méthode de recherche impliquait des méthodes d'analyse mixte. Donc, nous avions des données qualitatives comme des données quantitatives à analyser. 8 familles ont participé à ce protocole d'intervention, donc 16 parents ont participé à la recherche. 15 des avocats impliqués ont également participé, 4 juges et 3 psychothérapeutes qui ont été impliqués auprès de l'ensemble de ces familles-là. Le devis de recherche se déclinait en 2 temps, donc au temps 1, c'est-à-dire quelques mois, 1 à 3 mois après l'audience préliminaire qui donnait le coup de départ au protocole d'intervention, et au temps 2, c'est-à-dire 9 à 21 mois après la mise en place de ce protocole-là. Différentes mesures étaient utilisées, que ce soit des questionnaires, certaines mesures objectives, certains entretiens individuels qui ont été faits auprès des parents, auprès des juges notamment, et des entretiens de groupe focalisés ont été faits auprès des avocats de façon, donc auprès des avocats et dans un autre temps auprès des psychothérapeutes qui ont été impliqués. Donc, une grande quantité d'informations. La mise en place de ce protocole a été vraiment intéressant, mais d'un point de vue de chercheur, a été extraordinaire à voir évoluer au travers le temps. Donc, quelques mots sur les parents et sur les enfants. Les parents qui ont été rencontrés avaient entre 25 et 50 ans, étaient principalement en union civile,
conjoints entre 3 et 10 ans, et la séparation datait de 3 à 8 ans environ. Pour 7 de ces 8 familles, il y avait une rupture de lien entre un des enfants et un des parents, donc le parent dit rejeté au profit d'un parent dit préféré. Les enfants qui ont été rencontrés, qui ont participé à ce protocole-là, c'était 9 garçons, 4 filles, des enfants principalement d'âge scolaire, quelques-uns plus jeunes. Ils vivaient donc une rupture de lien avec l'un de leurs parents. Ils avaient tous des problèmes comportementaux à des degrés variés. Au niveau de la garde, il y avait un partage, il y avait 2 familles qui étaient en garde partagée, 3 familles dont les enfants étaient confiés principalement au père et 3 familles dont les enfants étaient confiés principalement à la mère. Évidemment, c'est un tout petit échantillon, puis, mais quand même, je me permets une réflexion. Cette distribution est vraiment pas conforme à ce qu'on observe, où la garde exclusive au père est généralement beaucoup moins fréquente que ce qu'on observe. Donc déjà là, il y avait des éléments qui nous montraient que c'est pas les familles, c'est la façon de se partager le temps, mais la façon de vivre les conflits se distingue de l'ensemble des familles suivant la séparation parentale. Ici, pour documenter un peu le contexte de la rupture et le contexte du litige, la rupture conjugale survient généralement dans un contexte difficile, vous le devinez bien. Les parents dénoncent ou blâment que le litige, puis le maintien du litige dans le temps s'explique soit par des difficultés présentes chez l'autre parent ou par la présence de conduite d'aliénation chez l'autre parent ou bien par le contexte familial ou judiciaire particulier. Qui viendrait à, selon leur dire, participer à augmenter le niveau de conflit ou à le maintenir dans le temps. Je souhaitais, vous êtes pour la plupart intervenants psychosociaux, je souhaitais détailler davantage l'intervention familiale qui a été proposée dans le contexte du protocole PCR. Donc, d'abord, il faut comprendre que ces interventions familiales impliquaient l'ensemble des membres de la famille. Donc, les enfants pouvaient être rencontrés seuls par le psychothérapeute, en dyade avec l'un des parents, de même que les parents pouvaient être rencontrés ensemble ou de façon individuelle. Il n'y avait pas de manuel standardisé. Le but était vraiment d'offrir les modalités d'intervention les plus susceptibles d'atteindre les objectifs fixés, principalement en ce qui a trait au retour, à la réunification du lien entre l'enfant et son parent, mais à la diminution également du conflit parental déploré. Donc, un ensemble de rencontres étaient proposées de cette façon pour chacun des membres. Les mères, les pères, les enfants avaient participé entre 11 et 12 rencontres en moyenne pour chacune de ces familles-là. Les stratégies d'intervention qui ont été identifiées se déclinent en 5 catégories, si je pourrais dire. Un premier ensemble de stratégies visait à renforcer le lien parent-enfant. Un deuxième mode de stratégie visait à traiter les difficultés spécifiques à l'enfant, ensuite améliorer les capacités parentales, la relation coparentale, puis un 5e ensemble de stratégies d'intervention visait à renforcer l'intervention systémique auprès des membres de la famille, mais auprès du système interdisciplinaire également. Je vous en donne quelques détails. Donc, pour ce qui est de renforcer le lien parent-enfant, il faut comprendre que les enfants qui vivaient des ruptures de lien avaient soit des sentiments de colère,
des éléments anxieux, des éléments de peur, également en lien aux parents qui étaient dits rejetés, de sorte que ces éléments puis il faut comprendre que pour l'ensemble de ces familles, il n'y avait pas d'éléments d'abus physiques ou sexuels qui venaient justifier ou expliquer la force de ces sentiments de l'enfant envers le parent rejeté. Donc, pour ces enfants-là, la façon d'aborder la réunification avec le parent était d'aller vraiment désensibiliser l'enfant, un peu comme on le fait avec un objet phobique, en fait, où tranquillement, le psychothérapeute venait accompagner l'enfant, mais le parent et les parents, à tranquillement provoquer d'abord une réunification, un premier contact, mais un ensemble de contacts de plus en plus engageants pour l'enfant et pour le parent. Ces interventions de réunification étaient vraiment au cœur de l'intervention familiale et nécessitaient un ensemble d'interventions de la part du psychothérapeute qui, évidemment, préparait ces moments de retrouvailles, les préparait auprès de l'enfant, les préparer auprès du parent rejeté qui a parfois à encaisser une colère, une anxiété qui a peine à s'expliquer. Et pour le parent dit préféré qui se retrouvait dans la position aussi difficile d'aller accompagner son enfant à revoir un parent avec qui il y avait une rupture parfois prolongée dans le temps. Donc, il faut comprendre que l'intervention familiale impliquait que le psychothérapeute agisse auprès de chacun de ces membres-là pour expliquer l'importance de cette réconciliation, mais d'accompagner chacune des étapes qui menaient à la réconciliation. Même pour les enfants pour qui il n'y avait pas de rupture de lien. Les transitions entre le milieu maternel et paternel étaient des moments éprouvants pour les parents, pour les enfants en particulier. Et évidemment, le psychothérapeute voyait là une opportunité d'intervention importante. Ensuite, dans les interventions préparatoires, mais l'ensemble des interventions que le psychothérapeute pouvait faire auprès des enfants, il s'agissait d'aller diminuer ou nuancer les propos négatifs entretenus envers le parent dit rejeté. L'idée également était dans la préparation de ces rencontres de réconciliation. L'idée était de collaborer avec l'ensemble des acteurs, des membres de la famille, pour identifier les reproches, les croyances, les pensées sous-jacents, la rupture de lien, favoriser l'échange en lien à ces croyances-là et éventuellement le dénouement des conflits. Ensuite, pour traiter les difficultés spécifiques à l'enfant, pour certains enfants, une référence à des services, à d'autres services a été nécessaire, soit parce que une problématique au plan de la santé mentale était plus importante et nécessitait vraiment une intervention individuelle, mais à l'intérieur de cette intervention familiale, des rencontres individuelles étaient tout de même proposées dans le but, entre autres, d'aller explorer les sentiments face aux deux parents, d'aller explorer, examiner le contenu des allégations exprimées, les croyances, les comportements qui contribuaient aux difficultés familiales. Puis il faut comprendre que les enfants que nous avons rencontrés avaient un rôle dans certaines familles plus que dans d'autres, mais un rôle très actif dans le maintien de ces difficultés-là. Donc, clairement, ils venaient manifester une bonne quantité de détresse quant à la rupture, mais quant à la réconciliation potentielle également. Donc, il venait exprimer beaucoup de détresse, mais c'était clair que pour les psychothérapeutes, c'était un lieu potentiel de changement que ce travail avec les enfants.
Le fait de créer une alliance thérapeutique avec ses enfants, de les soutenir dans les défis de leur participation à cette intervention est un élément très important. Les interventions visaient à diminuer la détresse psychologique liée à l'anticipation des rencontres par enfants, entre autres, mais liée à un ensemble de situations liées au conflit parental. Les interventions psychothérapeutiques visaient aussi à améliorer les capacités d'adaptation dans un contexte de conflit sévère de séparation, mais aussi une meilleure capacité à communiquer, à exprimer ses besoins à ses parents. Un autre ensemble d'interventions qui a été proposé par les psychothérapeutes familiales visait l'amélioration des capacités parentales. Donc, il faut comprendre que les difficultés comportementales qui étaient rencontrées chez ces enfants mettent à l'épreuve les capacités parentales, tant du parent qui est rejeté ou avec qui il y a eu une rupture de lien, qu'avec le parent qui prend soin de l'enfant et qui reçoit la détresse qui est exprimée. Donc, ces manifestations comportementales de l'enfant s'inscrivent dans tout un système familial, puis évidemment que l'ensemble de ces membres de la famille sont en souffrance et bénéficiaient d'un soutien pour pouvoir améliorer leur capacité parentale. Donc, les interventions psychoéducatives, une petite parenthèse, là, c'est que les interventions du psychothérapeute étaient soutenues par le fait que ses parents avaient déjà participé aux ateliers faire équipe avec les enfants. Donc, il y avait déjà des éléments psychoéducatifs qui avaient été amenés chez ces parents-là et qui étaient maintenant exploités à l'intérieur de rencontres individuelles ou dyadiques pour aller personnaliser davantage ce propos-là. Donc, un propos tout simple là, qui vise à rappeler les besoins développementaux des enfants suite à la séparation, qui vise à promouvoir l'importance de maintenir les liens avec chacun des parents, les conséquences négatives d'une telle rupture de lien, les risques, les conséquences évidentes du maintien du conflit parental dans le temps, puis les défis pour les pratiques parentales de chacun de ces parents-là qui sont évidemment dans des positions complètement différentes face à l'enfant, mais qui sont quand même mis à l'épreuve dans leur pratique parentale. Les des éléments également de guidance parentale et d'intervention en psychothérapie étaient proposés soit pour augmenter leur empathie face à l'expérience propre à l'enfant dans ce contexte de triangulation, soit d'augmenter leur capacité à faire face aux crises, aux comportements difficiles que pouvait manifester l'enfant, et aussi d'aller augmenter la capacité à reconnaître la contribution de l'autre parent. Donc, l'ensemble de ces interventions-là visait à augmenter les capacités parentales dans un contexte familial très difficile. Ensuite, l'amélioration de la relation coparentale était un objectif clair qui était d'ailleurs précisé à l'intérieur d'un formulaire de consentement signé dès le départ, dans lequel les parents venaient s'engager à adopter un ensemble de comportements parentaux favorables au développement de l'enfant. Donc, c'était là une espèce de point d'ancrage de la visée de l'intervention familiale. Ensuite, il y a des rencontres individuelles avec les parents qui étaient menées dans le but de revoir les habitudes de communication, d'examiner puis de recadrer les perceptions des intentions de l'autre parent. Puis vous avez possiblement remarqué quand j'ai décrit
le contexte de la rupture, puis leur explication du litige, puis de son maintien dans le temps, il y a vraiment une responsabilisation de l'autre parent qui est dénoncée. Donc, pour chacun des 16 parents rencontrés, dont on a recueilli le propos, il y a vraiment une responsabilisation de l'autre parent dans ce conflit-là. Donc, il y avait vraiment dans l'objectif d'aller améliorer cette relation coparentale, il y avait tout un recadrage à aller faire quant aux intentions de l'autre parent, quant à une meilleure compréhension des comportements qu'il pouvait adopter. Les communications étaient également supervisées, c'est-à-dire tant les courriels, les téléphones bénéficiaient d'interventions en préparation, c'est-à-dire, par exemple, en offrant des modèles de courriels proposés, mais parfois même, suite à ces communications-là, il y avait des interventions pour identifier les éléments qui pourraient être améliorés, que ce soit dans le ton, dans la longueur, dans la fréquence de ces échanges-là. Il faut comprendre que pour ces parents, la communication est hautement émotionnelle. Il y a énormément d'hostilité qui peut passer dans ces communications, mais à un point où le fait de recevoir un courriel est vraiment un stresseur important. Donc, d'aller simplement diminuer la fréquence, d'aller formater un peu le contenu d'un courriel, d'aller guider ou modeler le ton à adopter. Ça paraît des détails, mais ce sont des éléments importants qui ont nécessité de l'intervention. Enfin, je l'avais déjà identifié comme un des éléments clés, cette communication interprofessionnelle fluide, transparente. C'est une des contributions originales, je pense, de ce protocole d'intervention. Contribution originale qui a nécessité quelques ajustements, de nombreuses réflexions. Je vous en ferai part un peu plus tard. Mais c'est clairement un élément qui est conservé et qui est jugé crucial à l'efficacité de l'intervention. Donc, de façon concrète, là, il y avait des conférences téléphoniques qui étaient menées entre les avocats, les psychothérapeutes et les juges. Il y avait des rapports de processus qui étaient rédigés par les psychothérapeutes au profit des avocats et des juges également. Il y avait un soutien actif des juges et des avocats auprès de l'ensemble des membres de la famille pour valoriser le maintien de leur engagement, les encourager, leur expliquer, leur rappeler les raisons pour lesquelles ce protocole était nécessaire ou compte tenu de l'intensité du litige dans lequel ils étaient. Donc, c'est un ensemble d'interventions qui était importante et qui faisait en sorte que il y avait une résonance à ce propos cohérent. C'est-à-dire que ce soit les avocats, les juges, les psychothérapeutes, tous étaient là d'un même souffle à exprimer l'importance d'encourager l'enfant dans le maintien de ce lien-là, encourager tous les efforts faits pour améliorer la communication parentale en dépit des blessures conjugales, en dépit des sentiments vifs qui venaient miner cette relation coparentale. Il y avait également un des éléments importants qui a été fait particulièrement par les psychothérapeutes, ça a été d'avoir des communications avec les autres professionnels de la santé impliqués, soit pour leur expliquer l'intervention systémique qui s'insérait dans le PCR, soit pour aller contrer quelques interventions qui allaient à l'encontre
de la visée du PCR. Puis il faut comprendre que, puis vous le savez probablement très bien, ces situations familiales très conflictuelles tendent à diviser les intervenants également, de sorte que régulièrement, on voit vraiment se déployer une série d'alliances qui viennent un peu reproduire le conflit, mais chez les professionnels cette fois. De sorte que des interventions avec les psychologues traitants, avec certains intervenants gravitant ou ayant un seul point de vue du système familial nous semblait utile pour venir s'assurer qu'aucune intervention venait saboter l'intervention systémique. Le juge qui était saisi au dossier s'assurait de faire le suivi également de son ordonnance, de sorte que le psychothérapeute pouvait également être appelé à aller témoigner de l'évolution de la situation, de l'engagement des parents, de l'enfant, du maintien de ses recommandations aussi quant à l'intervention systémique proposée. À ce sujet, au moment de la phase 1 du protocole PCR, il avait été décidé que le psychothérapeute était un témoin non contraignable à la cour, c'est-à-dire qu'il venait partager le processus dans lequel les parents, l'enfant étaient, sans donner évidemment accès à des données brutes, sans se prononcer sans prononcer son opinion professionnelle quant aux interventions, quant aux questions en litige. Il était clair que c'était pas un expert, mais aussi dans un souci d'aller protéger l'alliance thérapeutique qu'il avait bâtie auprès des membres de la famille, il avait été à ce moment décidé qu'il n'était pas contraignable. C'est-à-dire que le juge pouvait lui poser des questions, mais il n'y avait pas de contre-interrogatoire comme vous les connaissez. En conclusion, je vous dirai où on en est par rapport à cette réflexion. Ça a été un élément qui a été l'objet de nombreuses réflexions de la part des avocats, des juges puis des psychothérapeutes, évidemment. Donc, pour la première question de recherche sur laquelle je voulais vous présenter quelques résultats, d'abord, on a assisté à une évolution de la dynamique relationnelle intéressante. Évidemment, vous comprenez que c'est un micro-échantillon, que c'est un devis corrélationnel, donc on n'est pas dans un devis expérimental qui nous permet d'établir un lien causal, puis il pourrait être possible que simplement le passage du temps ait amélioré les choses. Or, vous comprendrez que les données qualitatives nous indiquent, nous laissent croire qu'il y a une certaine plus-value de cette intervention, puis nous permet de considérer qu'une hypothèse qui explique l'amélioration serait l'efficacité de l'intervention interdisciplinaire. Donc, un autre commentaire par rapport à cette diapo est le fait que les familles qu'on a rencontrées au temps 1 sont des familles dont le conflit parental est extrêmement élevé. Donc, quand on est allé examiner la littérature comparable dans le domaine, notre petit échantillon ne ressemblait à rien de ce qu'on a pu lire dans les recherches scientifiques sur l'efficacité de telle intervention. C'est vraiment un résultat intéressant parce que ça vous en dit long. Premièrement, ça en dit long sur le besoin des intervenants d'avoir un tel service. Petite histoire, on a ouvert le protocole, on avait tout, comme chercheurs, on avait tout bien préparé, un petit groupe avec intensité de conflit élevée, un petit groupe intensité modérée, un petit groupe avec seulement les ateliers faits. À l'intérieur d'une semaine,
notre devis de recherche était un peu escamoté alors qu'on se retrouvait avec 10 familles, avec soit des ruptures de liens, soit des liens extrêmement fragilisés, une histoire de judiciarisation relativement importante. Ce sont les familles vraiment pour lesquelles les avocats et les juges, c'était des familles déjà connues et pour lesquelles il y avait un clair besoin de services qui n'existait pas à ce moment-là. Donc, ce résultat, il est important pour cette raison, pour réaliser jusqu'à quel point il y avait un besoin pressant. D'autre part, ça vient aussi nous montrer qu'on offrait une intervention unique, c'est ce qu'on prétend, alors que les autres travaux de recherche proposaient plutôt une intervention auprès de familles qui avaient des conflits moins sévères. Le troisième élément aussi, c'est qu'évidemment, on peut se permettre de penser que plus le conflit est sévère, plus le pronostic de changement est pauvre, plus le conflit est sévère, plus il a duré dans le temps, plus il peut être difficile de venir modifier la dynamique familiale qui est sous-jacente à ça. Donc, c'était 3 éléments à considérer. Toutefois, lorsqu'on est venu ponctionner un peu le fonctionnement parental de ces familles au temps d'eux, on est venu remarquer une amélioration de l'alliance parentale quelque rapportée par les mères. On est venu observer une hostilité moins élevée, une hostilité parentale moins élevée, une hostilité parentale exprimée devant les enfants qui était moins élevée. Et ça, c'était rapporté par les pères. De même qu'un niveau de communication parentale négative qui était amélioré. Ça, c'était selon les pères. Et pour les 2 parents, il y avait... les 2 parents venaient rapporter une amélioration, c'est-à-dire une diminution des conduites dites aliénantes chez l'autre parent. Alors, même dans un contexte où vous vous rappelez, on se retrouvait avec 16 parents qui blâmaient l'autre parent, finalement, de la situation, tous... pour l'ensemble de ces parents, on observait une diminution des propos ou des craintes de voir des conduites aliénantes chez l'autre parent. Donc, ça nous apparaît des indices certainement intéressants. Notre résultat succès dont on est bien fier, c'est pour l'ensemble de ces des enfants qui avaient des ruptures de lien avec l'autre parent ont repris contact avec ce parent-là, mais à des degrés évidemment variables. Une autre des questions sur lesquelles je souhaitais vous entretenir, c'est ces défis au niveau de la communication interprofessionnelle, puis la perception aussi des rôles de chacun. Alors, d'abord, on avait, je vous le rappelle, trois acteurs primordiaux, tous aussi importants l'un que l'autre, les juges, les avocats et les psychothérapeutes que nous avons gentiment appelés IDF pour intervenants en dynamique familiale. Donc, les juges, d'abord, ce qu'on comprend de leur perception de leur rôle face à ces familles dans le cadre du protocole PCR, ça a été de conjuguer avec ces rôles d'empathie et d'autorité qui pouvaient leur être, qu'ils pouvaient s'attribuer. Donc, on comprend de par leurs propos que le fait de gérer de façon relativement autoritaire ces litiges-là était un élément important, mais aussi d'accueillir avec sensibilité le propos, les demandes, les besoins spécifiques à chacune des parties en litige est également un élément important. L'autorité du juge a été réclamée
tant par les parents que par les avocats, que par les psychothérapeutes, qui voyaient là un ingrédient actif de l'intervention PCR. Les avocats en particulier exprimaient un désir que cette autorité soit manifestée de façon plus forte par les juges. Puis on comprend que pour ces situations familiales, il y a le fait d'avoir une décision, mais le fait de la voir respectée, puis les recours devant un non-respect des ordonnances prononcées est un élément vraiment, est un sujet récurrent. Fait que les avocats s'exprimaient plus clairement par rapport à ça. Pour les avocats, donc, il y avait le défi évident d'aller faire équilibre entre le respect du mandat qui leur était confié, c'est-à-dire que c'est un litige, donc on est dans un système dit adversarial, le parent les rencontre pour les représenter ce qu'il croit être au meilleur intérêt de l'enfant, et les avocats devaient donc conjuguer dans cette espèce de duel entre une position plus traditionnelle de leur rôle et une position plus collaborative qui visait à aller atteindre cette recherche de but commun qui était établie dès le départ. Bien que les avocats étaient très conscients de ça, généralement très collaborants à cette idée-là, il reste que lorsqu'on les a interrogés, ils rapportaient que ça pouvait créer certains inconforts puis que l'adaptation pouvait quand même être difficile. Maintenant, le psychothérapeute avait évidemment le défi à la fois de nouer des alliances thérapeutiques avec chacun des membres de la famille dans un contexte où leurs attentes face à la psychothérapie pouvaient être complètement divergentes, mais aussi irréconciliables. Et d'autre part, il y avait la notion de secret professionnel qui était délicate. C'est-à-dire que dès le départ, les parents, les enfants étaient avisés que des communications allaient avoir lieu entre les avocats, les juges, les psychothérapeutes. La transparence était annoncée et allait de pair avec ces bris de confidentialité. Mais on devine bien comment, dans ce contexte-là, le maintien de l'alliance thérapeutique pouvait être plus difficile. Une des questions vraiment récurrentes chez les psychothérapeutes, ça a été d'établir la limite entre ce qu'ils pouvaient dire, ce qu'ils devaient dire, et les limites au-delà desquelles ils ne pouvaient pas aller pour préserver l'alliance, mais préserver aussi le rôle de psychothérapeute qui les engage au secret professionnel généralement. D'ailleurs, lorsqu'on interroge l'ensemble des acteurs par rapport au rôle des psychothérapeutes, les avocats les auraient souhaités plus souples par rapport à la confidentialité. Évidemment, c'est un résultat qui est peu étonnant. Ces demandes-là se font de bonne foi, c'est-à-dire ils croient que les psychothérapeutes ont accès à des informations hyper précieuses qui leur permettraient d'offrir un meilleur accompagnement auprès de leurs clients. Les juges, eux, souhaiteraient, au terme donc de la phase 1 du protocole, que les psychothérapeutes aient un rôle plus défini. Le fait de les voir témoins non contraignables créait certains inconforts chez les juges en particulier. Le rôle, donc, était assez flou. Hein? C'était pas des témoins experts. Si on le savait, tout le monde était clair par rapport à ça. Mais à partir du moment où c'était pas des témoins de fait contraignables, quelle était l'utilisation qu'on pouvait faire de leurs paroles à l'intérieur d'une éventuelle ordonnance, par exemple? Ensuite, les parents
souhaitait que les psychothérapeutes fassent un rapport avec plus de détails, avec des recommandations plus claires aux juges, avec des propos plus incisifs, des recommandations plus drastiques. Encore une fois, on peut se permettre de nuancer ce propos-là chez ces familles-là. On observe une tendance à responsabiliser l'autre parent de la situation, de la sévérité du conflit, de son maintien dans le temps. Donc, dans cette logique-là, il va sans dire que les parents pouvaient s'attendre que le psychothérapeute aille épouser un peu leur point de vue. Donc, c'est un propos intéressant que de les entendre parler de leur bilan, de ce rôle du psychothérapeute. En même temps, peut-être qu'ils ne savaient pas précisément ce qu'un contenu plus détaillé aurait exprimé quant à leur propre responsabilité dans le conflit. Donc, il y a ce qu'ils souhaitaient, mais est-ce que vraiment le fait de parler plus aurait satisfait cette demande? On peut se permettre de se questionner. Par ailleurs, l'importance du psychothérapeute a été reconnue par l'ensemble de ces acteurs-là. Donc, les avocats ont souligné le fait que pour plusieurs de ces familles, les psychothérapeutes avaient sauvé le dossier, que le maintien de procédures judiciaires dites traditionnelles, à leur avis, n'aurait pas permis cette évolution. Donc, c'est un élément important. Le fait que les parents aient été accueillis dans leur détresse et été valorisés aussi dans les défis qui étaient propres à chacun d'eux et a été souligné. Puis le fait que cette intervention s'avérait plus utile que l'expertise psychologique ou psychosociale pour évidemment aller dénouer le conflit présent puis aller faire évoluer ce litige judiciaire. Les juges viennent clairement annoncer que pour eux, le psychothérapeute familial est au cœur du protocole PCR. Donc, il s'agit, selon eux, de l'innovation la plus importante. Évidemment, ce projet de recherche, c'est une occasion aussi d'aller flatter les psychothérapeutes qui ont été impliqués dans ce projet-là. Les juges les ont trouvées compétentes, ouvertes à cette collaboration interdisciplinaire qui pose quelques défis. Permettait aussi un propos qui allait plus en profondeur que l'expertise. Puis surtout, les parents, malgré leur divergence d'opinion, malgré leur réticence plus ou moins importante face à cette intervention, ont décrit donc les psychothérapeutes comme des professionnels compétents, aidants, disponibles, professionnels dans ce contexte plutôt unique. Dans le projet de recherche, on s'est intéressé aussi de savoir quelle était la plus-value de cette intervention-là. Donc, les parents, lorsqu'on les interroge en entretien individuel, viennent nous dire qu'il y a eu des bienfaits à cette intervention, donc viennent un peu soutenir l'hypothèse qu'on a quand on est venu examiner l'évolution de leur dynamique relationnelle, viennent nous dire qu'effectivement, ils ont vu des bienfaits à cette intervention. Par ailleurs, de façon générale, ils ont trouvé que le protocole PCR était trop long, pas toujours adapté. Le pas toujours adapté, si je peux nuancer, s'adressait surtout au contenu des ateliers psychoéducatifs qui a été révisé depuis ce temps. Il faut comprendre que les ateliers psychoéducatifs avaient été bâtis pour des familles hautement conflictuelles, mais c'était pas nécessairement ajusté à un si haut niveau de conflit. De sorte que pour certains parents, un des propos, une des déceptions face à ces ateliers était d'avoir un contenu dans lequel ils ne se retrouvaient pas. Depuis ce temps, puis la phase 2 est en début présentement, il y a des adaptations qui ont été faites justement pour s'adresser à des familles plus conflictuelles encore. Les parents viennent nous dire qu'il y a des pertes importantes au plan financier, au plan du temps requis, au plan de leurs droits également.
peut-être que c'est un sujet sur lequel vous souhaiteriez discuter plus en profondeur. On n'est pas en mesure présentement d'aller établir jusqu'à quel point cette intervention était, somme toute, moins coûteuse, plus efficiente. C'est un objectif qu'on a présentement dans la phase 2 du projet. Mais clairement, alors que les parents s'expriment sur les pertes financières, entre autres, ils ne savent pas nécessairement le chemin qu'ils auraient traversé si le protocole PCR n'avait pas été mis en place. Faut aussi dire que pour aller insister sur ce propos qui est le leur, l'intervention était gratuite. C'était une intervention, l'intervention psychosociale était entièrement gratuite. Donc, c'était un projet qui a été financé par le ministère de la Justice, par le Barreau du Québec et de Québec. Et ce soutien financier était incroyable, là. 45 heures d'intervention, mais c'est énorme au plan financier. Par ailleurs, les avocats qui étaient présents étaient principalement des avocats qui étaient engagés au privé. Les sollicitations, le travail que leur demandait cette collaboration au protocole PCR engendrait évidemment des frais et c'est probablement de ces frais dont les parents pouvaient parler. Évidemment, c'est au niveau des pertes, au niveau du temps, sans aucun doute, 45 heures d'intervention familiale, les communications avec les avocats, tout ça demandait un engagement, demandait du temps. On peut penser que ce temps est nécessaire. On comprend certainement que lorsqu'ils sont questionnés à ce sujet-là, ils puissent déplorer le temps qu'a pris le dénouement ou l'amélioration de leur situation. On pense que c'est un compromis qui n'est pas vraiment possible de faire. Maintenant, quand on questionne les avocats, principalement en entretien de groupe, sur la plus-value du projet PCR, ils viennent indiquer, nuancer notre enthousiasme en disant qu'ils ne pensent pas vraiment que le protocole vient proposer une gestion ou une amélioration plus rapide de la situation, alors que c'était un peu notre intention. Hein, on disait au départ qu'il y avait une urgence d'agir, on souhaitait une amélioration plus rapide d'une situation coparentale détériorée. Or, peut-être qu'une des leçons à tirer, c'est le fait que ça prend du temps pour venir modifier des systèmes familiaux qui sont installés, voire cristallisés dans le temps. Par ailleurs, ils viennent reconnaître le bénéfice, l'importance de la place du psychothérapeute dans l'évolution de ces familles. Tant pour les juges que pour les psychothérapeutes, le protocole PCR dans son ensemble est considéré comme une innovation importante, ce qui venait faciliter leur travail. Donc, on peut comprendre que les juges, quand on vient décortiquer les propos qu'ils nous ont tenus, on vient comprendre que les juges profitaient un peu de l'intervention privilégiée du psychothérapeute auprès de ces membres-là, profitaient d'un suivi beaucoup plus près de la mise en place du contenu de l'ordonnance qu'ils avaient prononcée. Mais pour les psychothérapeutes également, le fait d'avoir le carcan autoritaire de ce protocole-là venait certainement faciliter l'engagement de chacune des parties à l'intervention, puis l'efficacité également de leur travail. Pour tous les intervenants, pour tous les participants rencontrés, que ce soit le juge, les parents, les avocats, les psychothérapeutes, le juge saisi au dossier était un élément clé de l'évolution de ces familles. Il faut comprendre que il fait relativement consensus chez les penseurs du milieu judiciaire que le juge saisi au dossier
vient favoriser la gestion puis l'évolution d'une famille hautement conflictuelle. Donc, les participants qui sont venus émettre ce propos-là venaient faire écho à ce qui est déjà dit ailleurs. Maintenant, les réflexions se poursuivent. D'abord, ce qu'on retient de la première phase du PCR, et la première phase se termine donc en 2007. On a profité 2017, on a profité d'une année pour travailler sur les données de recherche et mettre en place la phase 2. En juillet 2018, on a eu la bonne nouvelle qu'un financement du ministère de la Justice était reconduit pour cette phase 2. Et donc, une phase 2 qui visera fort probablement 80 familles dans le district judiciaire de Québec, mais fort probablement dans d'autres districts judiciaires également. Présentement, la mise en place de cette deuxième phase est en tout début. On souhaite, les leçons qu'on a tirées, donc, sont importantes. La première, le fait de définir les rôles de chacun, de ne pas négliger le fait que c'est bien de définir ses rôles, mais d'en reparler constamment, des inconforts et défis liés à ces rôles d'avocat, de juge, de psychothérapeute. C'est un élément, donc, qui, dans le protocole de façon générale, mais dans chacun des dossiers, peut induire certains défis, et c'est important, donc, de maintenir cette discussion de façon continuelle. Une leçon aussi importante, c'est d'aller bien cibler les dossiers familiaux qu'on retient pour un tel protocole. Donc, on a essayé de retenir la leçon de la phase 1, c'est-à-dire de ne pas ouvrir ou de ne pas ouvrir les valves à un ensemble de situations familiales très, très, très conflictuelles. On essaie d'offrir des services, cette fois, qui se veulent à plusieurs niveaux. On essaie de mieux dépister, définir les niveaux de conflit des familles qui entrent dans le protocole PCR, puis on essaie de cette façon d'offrir l'intervention la plus adaptée au niveau de conflit. On essaie d'exclure les situations de violence conjugale. Je dis on essaie parce qu'évidemment que les antécédents de violence conjugale sont exclus, ça fait partie des critères de sélection, mais à un certain point, le conflit et la violence, évidemment, se côtoient, et il y a dans un grand nombre de ces dossiers des allégations de violence qui peuvent être aussi déplorées. Donc, on essaie clairement d'écarter les situations familiales où il y a des antécédents de violence documentés, de violence conjugale. Et également, on exclut les situations où il y a un trouble de santé mentale qui viendrait nuire ou compliquer l'engagement envers une telle intervention, puis l'efficacité d'une telle intervention. Ensuite de ça, une des leçons qu'on tire, c'est d'aller préciser le rôle de psychothérapeute dans le cadre de ces communications interprofessionnelles. Donc, les psychothérapeutes sont désormais accueillis comme des témoins de fait, c'est-à-dire qu'ils sont contraignables à la cour, ils peuvent être interrogés et contre-interrogés. Il reste que les juges qui sont saisis au dossier sont responsables du décorum des audiences dites PCR, et certainement que les juges engagés dans ce projet sont très sensibles au défi des psychothérapeutes de maintenir une alliance thérapeutique avec chacun des membres de la famille, puis de maintenir leur intervention dans le temps. Donc, vous devinez qu'à l'intérieur des dernières années, il y a un grand cheminement qui a été fait, tant auprès des
temps chez les psychothérapeutes pour aller préciser qu'est-ce qu'ils peuvent dire, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire, qu'est-ce qui distingue le rôle du témoin expert du rôle de témoin de fait, et aussi, les juges et les avocats sont beaucoup plus informés des responsabilités déontologiques qui appartiennent aux psychothérapeutes. Donc, l'importance de la formation et de la formation continue des intervenants psychojudiciaires est un élément est une des leçons importantes qui a été retenue de la phase 1 et qui est mise en place pour cette phase 2. Quoi vous dire donc aussi par rapport à la phase 2? Donc, 80 familles, on a établi 3 niveaux. On propose, maintenant, les interventions familiales ne sont pas encore commencées, mais on propose une intervention à 3 niveaux, donc une intervention incluant 10 heures d'intervention familiale, 25 ou 45 heures. Ensuite de ça, les séances de psychoéducatifs, les ateliers psychoéducatifs, faire équipe avec nos enfants et maintenant offre maintenant un contenu plus adapté aux conflits sévères, offre un contenu plus dense en 2 ateliers de 3 heures au lieu de 3. Se veulent vraiment un complément des séances de coparentalité après la rupture. Donc, c'est vraiment un contenu psychoéducatif distinct, une contribution différente de ce qui est déjà offert. Ensuite de ça, dans les leçons qu'on retient, il y a le besoin de formation spécialisée des intervenants. Donc, quelques psychothérapeutes sont présentement impliqués dans le protocole PCR phase 2. D'autres intervenants seront formés à ce mode d'intervention vraiment particulier auquel la formation de base ne prépare pas tant, hein. Les psychologues, peut-être encore moins que les travailleurs sociaux, au plan de la communication interdisciplinaire, vraiment gagnent à avoir une formation soutenue. Puis, c'est dans ce sens-là que la formation est proposée. D'autre part, il y a les psychothérapeutes, psychologues ont, dans d'autres situations, l'avantage de dépister de façon plus efficace les troubles de santé mentale qui peuvent être sous-jacents aux situations familiales conflictuelles. Donc, le besoin de formation spécialisée vise à optimiser les ressources qu'on a, vise à préparer à ce rôle de témoin de fait vraiment unique, au défi de la communication interprofessionnelle, à une intervention familiale hyper complexe. Ça demande donc une capacité à intervenir tant auprès des enfants, des parents, dans un contexte dyadique comme individuel. Une autre leçon qu'on tire et qui est à nouveau mise en place dans la phase 2 du PCR, c'est la nécessité de superviser ces intervenants. Donc, dans la phase 1, on avait des psychothérapeutes extrêmement expérimentés. Donc, des expériences professionnelles de 10 à 25 ans, très connaisseurs de ces dynamiques familiales. Lorsqu'on les a questionnés à ce sujet-là, voyaient vraiment la supervision telle qu'il leur a été offerte comme étant un incontournable. La supervision qui était offerte dans le cadre de la phase 1, c'était une supervision d'1 heure par semaine. Et ce, tout au cours de l'intervention. Donc, on voit bien comment le fait de briser l'isolement, le fait de réfléchir à ces situations complexes, le fait d'aller préciser le rythme de l'intervention, les modalités d'intervention, profiter vraiment de rencontres de supervision relativement fréquentes. Donc voilà, je vous ai indiqué là, dans la présentation le lien vers le rapport de recherche qui a été produit, rapport de recherche de 300 pages, quelque chose comme ça.
beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. Je pense que aujourd'hui, ça a été un condensé de ça. Bonne fin de journée.